Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour une heure d'édition spéciale en direct et en français sur i24 News. En plateau avec moi, Océane Nicole, journaliste à i24 News, David Benichai, fondateur des démocrates mobilisés. À vos côtés, Samuel Lévy, porte-parole francophone du parti Chasse. Et à Paris, permettez-moi de saluer Mathieu Alterman, journaliste européen, et Jean-Michel Cohen, médecin nutritionniste. Merci à tous les 5 d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, rejoignons tout de suite notre envoyé spécial à Tel Aviv, Mathieu Winding. Il y a quelques minutes, l'alerte à la roquette au missile a retenti dans le centre du pays. On parle de dégâts à Petah Tikva et à Bnei Brak. Oui, bonsoir Raphaël, exactement. Nous sommes donc allés nous mettre à l'abri il y a un peu moins il y a une vingtaine de minutes. L'alerte a retenti, donc il y aurait des impacts à 6 endroits en Israël, dont Bnei Brak et Petah Tikva. Un rapport préliminaire fait état d'un blessé léger. Ici où nous nous trouvons, donc dans le vieux nord de Tel Aviv, un immeuble qui se trouve derrière moi a été impacté ce matin vers 7h30. L'Iran a à nouveau tiré un missile à fragmentation et quasiment détruit la bonne partie d'un immeuble de 3 étages. Les médecins urgentistes du Magen David Adom se sont dépêchés sur place et ont traité au moins 4 personnes qui étaient dans un état de confusion. Aucune hospitalisation n'a été nécessaire. Sur les images de notre caméraman Efi Zarovski, on prend toute la mesure de la destruction de cet étage. Selon la police, une ogive de 100 kg d'explosifs aurait laissé un grand cratère à côté du bâtiment et endommagé plusieurs véhicules. 4 autres impacts ont été constatés à Tel Aviv. Suite à cette interception, des incendies ont éclaté à Rosh Haïn et à Netanya. Le maire de Tel Aviv s'est déplacé 2 fois aujourd'hui, ce matin, pour rappeler les consignes de sécurité. Et puis en fin d'après-midi, avec le président Herzog, pour constater, pour lui montrer l'ampleur des dégâts. Le président de l'État d'Israël a eu des mots pour les habitants d'Israël. Il a loué le courage et son message a constitué un vibrant hommage à la résilience du peuple d'Israël. Merci beaucoup Mathieu Winding pour toutes ces précisions. Océane Nicole, on en sait un peu plus sur les dégâts causés par la dernière salve de roquettes à Bnei Brak. Tout à fait, avec plusieurs blessés, 3 personnes blessées, une personne de 80 ans, un enfant de 10 ans et un autre jeune âgé, lui, de 23 ans, des blessés modérément blessés, fort heureusement. Donc ça, c'est pour la ville de Bnei Brak. On sait qu'il y a eu un autre impact, cette fois dans la ville de Petah Tikva, c'est également en banlieue nord de Tel Aviv. Donc plusieurs impacts dans cette salle de roquettes, ce qui, on le saura d'ici quelques minutes, ça va être confirmé par l'armée israélienne et les autorités israéliennes. Vraisemblablement, il s'agit donc, on l'imagine, d'un nouveau missile à sous-munitions, à sous-fragmentation, ce qui fait, on le sait, c'est beaucoup utilisé par le régime des mollahs en ce moment, ce qui fait que ce sont des missiles qui se dispersent et font en sorte qu'il y ait des fragments qui explosent un petit peu partout et le périmètre est beaucoup plus étendu, d'où les dégâts. Fort heureusement, pour l'instant, on ne parle que de débris sur des bâtiments, donc à Bnei Brak et à Petah Tikva, encore une fois, et 3 personnes légèrement blessées pour le moment de cette vague qui a retenti, c'était il y a 20 minutes environ. Samuel Lévy, je me tourne vers vous. Vous habitez à Bnei Brak. Vous connaissez l'endroit où ça... Oui, je vois très bien. Il y a plusieurs endroits apparemment à Bnei Brak où il y a eu des fragments de missiles qui sont tombés, où ça a touché. Bien sûr, c'est très inquiétant. On appelle la famille, on appelle les amis pour savoir si tout le monde va bien. Je pense que c'est très important aussi pour une ville comme Bnei Brak de respecter bien évidemment les consignes de sécurité, de descendre, même si ce n'est pas facile. On sait qu'il y a des familles nombreuses. 50% de la population a moins de 18 ans à Bnei Brak. Donc, vous imaginez descendre des fois, parfois 2 fois, 3 fois, 4 fois dans des immeubles qui sont vétustes, où il y a le miklat qui est en bas de l'immeuble, l'abri sécurisé. C'est pas évident, mais malheureusement, on n'a pas d'autre choix que de le faire. Et on voit bien là encore, on va dire le régime des mollahs qui cherche là encore une fois de plus à viser des populations, des cibles civiles, alors qu'on voit que Tsahal, lui, ne cherche qu'à anéantir des cibles stratégiques, des cibles militaires là-bas en Iran. David Benichai, et cette journée a été malheureusement marquée également par la mort d'une femme dans le nord d'Israël. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les tirs de l'Iran et les tirs du Hezbollah. J'imagine que c'était lié, je ne sais pas exactement, mais j'imagine que c'était lié à un tir du Hezbollah. Là-dessus, je pense que durant l'émission, j'aurais à me positionner sur la politique militaire qu'on mène au Liban et tout particulièrement vis-à-vis du Hezbollah, mais
Oui, ce qui est terrible, c'est qu'on se retrouve dans une situation qui est de plus en plus tendue, presque à la limite de ce qui a été dans la première étape, dans la première partie de la guerre, où on a déplacé les gens qui étaient au-delà de 3-4 km de la frontière. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, et Kiryat Shmona prend un coup sévère, terrible. En plus des attaques, le fait que la population se dilue et finit par quitter définitivement de nombreux villages et de nombreuses villes du Nord, quoi. Et on reçoit à l'instant un push alert, nos téléspectateurs le reçoivent également, j'imagine, une déclaration au sein de Donald Trump. L'Iran a accepté de ne jamais posséder d'armes nucléaires. On suit évidemment toute la journée les déclarations de Donald Trump qui rythment nos vies aujourd'hui. Tout à fait, avec cette déclaration choc, c'était hier, où Donald Trump annonçait, alors qu'on est encore en pleine guerre, qu'il y a des négociations indirectes pour le moment entre Washington et Téhéran. Donald Trump qui fait donc cette nouvelle déclaration. C'est vrai qu'il y a des négociations, ça a été au fur et à mesure de la journée, même si ça a été démenti dans un premier temps par Téhéran hier soir. Des responsables américains et même israéliens assurent qu'il y a en effet des négociations qui sont en cours, mais c'est pas encore fait puisqu'il y a beaucoup d'exigences, que ce soit du côté des États-Unis, du côté de l'Iran et même du côté d'Israël. Du côté des États-Unis, on refuse catégoriquement que l'Iran continue d'enrichir son programme nucléaire. Donc a priori, ce serait donc, selon Donald Trump, un très gros cadeau, selon les mots du président américain que l'on connaît extrêmement tact sur son réseau social Trust, donc que l'Iran accepterait de ne jamais posséder d'armes nucléaires. Il y a aussi normalement la fin de son programme balistique. Donald Trump qui souhaiterait aussi que le détroit d'Ormuz soit complètement ouvert. Et du côté de l'Iran, il y a aussi des exigences qui sont particulièrement compliquées à accepter d'un point de vue israélien et aussi d'un point de vue américain. C'est le fait que, ils veulent que le détroit d'Ormuz, il y ait des droits de transit, ça veut dire des droits de douane. Dès qu'un navire passera le détroit d'Ormuz, l'Iran recevra des taxes. Ils veulent aussi la fin des frappes israéliennes au Hezbollah en Liban, on en parlait tout à l'heure. Il y a donc des exigences qui vont être un petit peu compliquées. Donc on est encore loin de cet accord, mais à en croire Donald Trump qui nous fait du Donald Trump, on se rapproche de cet accord. Et nous retrouvons à présent Mathias Silvar, journaliste à 24 News, spécialiste des questions sécuritaires. Bonsoir Mathias, vous écoutez évidemment avec attention tout ce qui se dit depuis le début de cette émission en plateau. On a parlé de ces alertes juste avant la prise d'antenne dans le centre du pays, des dégâts à Petah Tikva et des dégâts à Bnei Brak malheureusement. En parallèle, Tsahal poursuit de son côté ses opérations contre le Hezbollah au Liban et contre le régime des Mollahs en Iran. Pas que l'armée israélienne, d'ailleurs. Il y a également l'armée américaine qui le fait. Ce n'est pas moi qui le dis, mais bien le commandement central qui affirme d'ailleurs que les opérations sont sans relâche. Ce sont les termes du commandement central. Et puis du côté israélien, on a passé la journée à frapper principalement à Ispahan, notamment des rampes de lancement, des prêts à être actionnés. Également le principal centre de recomposition ou de production de composants pour des missiles balistiques qui avait été impacté déjà pendant la guerre des 12 jours et selon les termes des renseignements, l'Iran aurait recommencé à le restaurer et à restaurer les capacités de ce centre, ce qui aurait donc poussé l'armée israélienne à de nouveau impacter pour le détruire complètement, ce qui va impacter très distinctement la chaîne de construction et de production des missiles. Également, on a appris de la part de Defi Defrim, le porte-parole de l'armée israélienne, qu'il y aurait une sorte d'insubordination au sein de l'unité des lanceurs de missiles, c'est-à-dire que des militaires auraient peur parce qu'ils se savent épiés, ils savent qu'ils peuvent être impactés à tout moment au sol lorsqu'ils sortent pour actionner justement les missiles. On a appris également du côté de l'armée israélienne que le lanceur de missiles qui avait tiré sur Arad et Dimona avait été impacté. Ça, c'est important de le signaler. C'est-à-dire que Tsahal a repéré, détecté et neutralisé ce lanceur de missiles. Voilà, les opérations continuent pendant que Donald Trump dit et annonce beaucoup de choses au moment où des parachutistes, ces mêmes parachutistes qui avaient été déployés en Afghanistan, en Irak, dans le passé, sont sur le point de nouveau de l'être. Selon mes propres informations, ces parachutistes seraient capables d'être déployés en une fraction de seconde si l'ordre leur est donné. Donc pour l'instant, du côté américain et du côté israélien, on fait comme si de rien n'était, et surtout du côté américain, on négocie sous le feu ennemi et malgré le feu.
Ça, c'est sur le côté iranien. Je ne sais pas si vous voulez que je réagisse aussi sur le côté libanais. Évidemment, allez-y Mathias, on vous écoute. Juste sur le terrain libanais, aujourd'hui, de nouveau, des centrales de pétrole ont été atteintes et des stations-service qui aident à financer les efforts de guerre du Hezbollah ont été atteints. Des terroristes également ont été atteints au sud Liban. Des entrepôts de missiles ont également été impactés à Beyrouth. Et on voit véritablement que malgré, alors ça va dans le bon sens, la décision du Premier ministre de dire à l'ambassadeur iranien de quitter le Liban, on voit que Nabi Berri, le chef du Parlement libanais, qui avait rencontré à l'époque un certain, vous le connaissez bien, Raphaël Hassine, Emmanuel Macron, lorsqu'il s'était rendu après l'explosion du port, il avait rencontré Nabi Berri, le même Nabi Berri qui interdit à l'ambassadeur iranien de quitter le territoire et de rester dans l'ambassade et de continuer à travailler. Tout à l'heure, Naïm Kassem a posté des photos où il était dans une salle de commande de l'ambassade d'Iran en plein Liban pour montrer qu'il y avait des liens. Donc, je sais que vous allez sans doute parler avec l'un de vos invités de la question israélienne autour de la politique face au Hezbollah. Je le répète, la question du Hezbollah est avant tout une question libanaise et malheureusement, c'est encore Israël qui fait le sale boulot. Mathias, en un mot, ce tir en provenance d'Iran à proximité de Beyrouth, c'était intentionnel ou pas ? Non. Le missile avait pour but vraisemblablement d'arriver jusqu'à Chypre et il a soit été mal calculé, soit il a été peut-être dérouté. Pour l'instant, on n'en sait rien. Toujours est-il que ce n'est pas visiblement l'ambassade américaine de Beyrouth qui était visée, mais il devait poursuivre son chemin. Et j'ai envie de vous dire, peu importe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut le savoir, c'est en un mot. Les Iraniens ont beaucoup plus visé les voisins arabes, leurs soi-disant amis dans la cause anti-israélienne, qu'Israël lui-même. Donc qu'ils visent les voisins, l'Azerbaïdjan, qui est ami de la Turquie, qui est censé être l'ami de l'Iran, ou Beyrouth, peu importe. C'est l'Iran qui doit, ce régime terroriste iranien qui ne doit plus exister, de même que le Hezbollah. Merci beaucoup Mathias Inbar pour toutes ces précisions. On va prendre la direction de Paris où nos invités nous attendent. Jean-Michel Cohen, on va raconter les conditions dans lesquelles se construisent ces émissions. On était juste devant, avant d'entrer en plateau, au moment où on devait se relayer avec David Neyman. Alerte au missile, on doit courir vers les abris. C'est une réalité que vous avez vécue il n'y a pas si longtemps que cela en Israël. Non, bien sûr. Vous m'avez vu me transformer en reporter de guerre pendant quelques temps pour les chaînes de télévision françaises, pendant l'espace où j'ai été à Tel Aviv, arrivé la veille du début de la guerre et reparti quelques jours après un départ annoncé, parce que j'avais les mêmes difficultés que tout le monde et j'ai peut-être participé à faire en sorte que le mouvement qui a permis aux Français de rentrer par tabac soit activé par les coups de téléphone que j'ai passés ici à nos gouvernants qui ont été attentifs à mes propos. Juste, je veux dire, on arrive à un stade où on peut commencer à faire un bilan. Pour moi, le bilan, il est plutôt clair. C'était indispensable de faire ce qui est en train de se produire. La résilience israélienne est intelligente et il faut espérer que ce soit la dernière des guerres. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien le niveau d'entraînement, le niveau de préparation qu'avait l'Iran. Et si on n'était pas intervenu, on ignore comment ça aurait pu se passer. Deuxièmement, je trouve que c'est malhabile de mépriser la stratégie américaine. Je pense que la stratégie américaine est beaucoup plus tortueuse et beaucoup plus maligne que les commentaires que j'entends à droite à gauche sur l'inconséquence, l'imprévisibilité, les volte-face de Trump, qui au fond se comporte comme un négociateur immobilier de premier niveau, alternant le chaud, le froid, mais sachant quelle direction adopter. Donc, et je dois dire que je pense qu'avoir réussi à faire l'unité nationale autour de cette guerre n'est pas un exploit, c'est le prix de l'intelligence israélienne qui a compris qu'il fallait en finir avec cette menace. Voilà. Quant au Liban, je suis désespéré. Le Liban existe-t-il réellement ? Le Liban n'est-il qu'une province de l'Iran ?
Et quand on dit Israël fait le boulot, oui, pour en faire quel Liban finalement, tellement il y a une insuffisance là-bas. Voilà. Mathieu Alterman, est-ce que vous croyez que cette guerre puisse être la der des der, comme on disait après la Première Guerre mondiale ? C'est un mauvais exemple, puisqu'après la Première Guerre mondiale, ça n'a pas été la dernière déjà. J'ai envie de dire, on parle de guerre militaire, mais il n'y a pas que ça. Ce qu'a dit très justement Mathias tout à l'heure, c'est de rappeler que l'Iran frappait plus les Émirats qu'Israël. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que les Israéliens sont organisés, qu'il y a des abris, et que finalement, heureusement pour l'instant, il n'y a pas trop de morts. Oui, mais ils le font parce qu'ils fabriquent des images. Aujourd'hui et tous les jours, sur tous les sites d'information complotistes du monde qui sont financés par la Russie, on voit des images de Tel Aviv avec des bâtiments en ruine où il y a eu des missiles, mais pas tellement de victimes. Et ces images font le tour du monde, à la fois chez les complotistes, dans certaines facs américaines. Et on va se retrouver avec la même chose qu'avec Gaza. C'est-à-dire que Gaza était une victoire militaire évidente, on est d'accord, mais au niveau de l'information, au niveau du soft power, au niveau de groupuscules qui sont quand même actifs dans les universités, dans certains partis politiques, là, c'est plus discutable. Et je suis très inquiet pour ça. Donc, David Ben Ishai, si on comprend bien, ça montre aussi une certaine faiblesse d'Israël que souhaite montrer l'Iran à travers le monde en montrant des images d'immeubles éventrés, etc. Oui, effectivement, c'est la partie immergée de l'iceberg. Un autre point qui est intéressant, la partie qu'on ne voit pas, c'est les attaques. Il y a plusieurs millions d'attaques de hackers iraniens qui attaquent Israël en permanence. Donc il y a une guerre sous la guerre. Et alors effectivement, il y a ce qui est visible, cette campagne, mais il y a aussi un vrai affrontement sur la toile entre Israël et les Iraniens de façon pour bloquer notamment et pour préparer des attaques, ça va bloquer des infrastructures et pouvoir les attaquer dans un deuxième temps. Donc oui, je comprends, j'adhère assez à la façon. D'ailleurs, je ne sais pas si ça a été dit, mais c'est aussi beaucoup relayé par les Russes. Il y a là vraiment une collaboration entre les Russes et les Iraniens, les Russes mettant à disposition des Iraniens leur savoir-faire en matière de construction de fakes qui vont diffuser un peu partout. Ouais, juste pour rebondir là-dessus, concernant la censure militaire, je pense que justement la censure militaire ne fait pas assez concernant les images que l'on voit aujourd'hui en Israël. C'est très important dans cette guerre des images de ne pas montrer et ne pas donner des informations à l'ennemi. Or, malheureusement, on voit que dès qu'un missile tombe, il y a tout de suite les informations et les images qui sont relayées de l'emplacement précis, du nombre de victimes, des immeubles qui sont éventrés, ainsi de suite. Et donc ça donne des points à l'ennemi et ça donne surtout aussi... Peut-être pas sur les sites sensibles. Peut-être pas sur les sites sensibles, mais... quand même plusieurs heures avant... Peut-être pas sur les sites sensibles, mais bon, moi j'habite à Bnei-Brak, vous savez, il y a là-bas des sites sensibles où c'est tombé et tout le monde était au courant et ça circulait sur les groupes WhatsApp. Donc je me dis qu'eux aussi, ils ont des agents qui sont aussi sur les groupes WhatsApp qui eux voient aussi. Et je reviens là-dessus. Samuel. Oui, je termine, Mathieu, s'il vous plaît. Et je reviens là-dessus. Qui n'a pas reçu des messages de hackers iraniens ou des téléphones ? Moi-même, j'ai reçu des messages sur les téléphones ou alors même carrément des coups de fil en nous disant, on entendait des voix iraniennes qui nous parlaient en hébreu avec un accent pour nous dire que Tel Aviv allait se transformer en flammes. Donc là aussi, bien sûr, c'est extrêmement important. Il faut sensibiliser le public à cela pour ne pas qu'il ne tombe dans le piège. Et une dernière chose... Oui, mais... Ouais, allez-y, Mathieu. Allez-y à Paris. Non, mais je voulais Samuel, je suis d'accord avec ce que vous dites, mais simplement, si on ne monte pas d'image, c'est l'ouverture aux deepfakes, aux images fabriquées qui seront fausses. C'est toute la difficulté. Comment montrer sans que les autres s'en servent à des buts de propagande ? Moi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la partie immergée de l'iceberg est encore peut-être plus intéressante que la guerre militaire. C'est absolument passionnant. C'est assez curieux. Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec vous sur cette idée de vouloir montrer absolument la puissance d'Israël. Je ne suis pas persuadé que ça soit majeur. Et quand vous parlez de la guerre d'information, vous savez que je suis beaucoup dans les médias en France. C'est la première fois où je n'ai pas ressenti autant d'agressivité habituelle contre Israël que les autres fois. Parce qu'Israël est touché. Ça se dit peut-être pas spontanément. Jean-Michel, parce qu'Israël est touché. Vous savez, parce qu'Israël est touché et parce qu'il y a des victimes israéliennes. Ils ne peuvent supporter les Israéliens et les Juifs même d'ailleurs que dans le statut de rôle victimaire. Dès qu'on passe à l'offensive, dès qu'on passe en mode attaque, là-dessus on est réprimé. Ils ne peuvent nous supporter que dans le rôle de victime et que dans le rôle où là on reçoit des bombes. Il n'y a qu'à ce moment-là qu'on a de la compassion pour eux dans les médias. Je vous accorde ça, Samuel, mais moi qui fréquente beaucoup de journalistes d'information, c'est la première fois cette fois-ci
ou même si ce n'est pas dit avec virulence, il y a une espèce de retenue qui fait qu'il est admis aujourd'hui qu'Israël ne vise que des cibles militaires, contrairement aux Iraniens qui ne visent que des cibles civiles. Et j'ai vu... Je ne dis pas que c'est parfait, hein, je veux dire, on n'a pas recueilli l'approbation, mais je veux dire, l'agressivité habituelle qu'on a connue, et particulièrement celle qu'on a connue pendant la guerre à Gaza, c'est considérablement amélioré. Il n'y a que certains politiques qui continuent à avoir une fausse parole pour agresser encore avec des faux arguments. Mais l'argument qui consiste à dire montrons la puissance d'Israël, je ne suis pas persuadé que ça soit un avantage pour nous. Nicole, on en sait plus maintenant sur un bilan de ce qui s'est passé à Bnei Brak. À Bnei Brak, un bilan qui augmente, mais fort heureusement, on parle de blessés légers ou modérément. C'est donc pour l'instant 7 personnes qui ont été prises en charge par les services de secours Magen David Adom, les services de secours israéliens. 7 blessés, 6 blessés légèrement, 1 dans un état modéré. Ils vont être hospitalisés, on l'imagine, dans les hôpitaux de Tel Aviv, notamment l'hôpital Ichilov. Ça, c'est pour Bnei Brak. On sait qu'il y a eu aussi un impact, notamment sur un immeuble à Petar Tikva. Et là, on parle donc de ce missile iranien. On ne sait pas encore quelle sorte de missile c'est, mais vraisemblablement il s'agit d'un missile à sous-fragmentation, puisque, on le disait, ça peut avoir plusieurs impacts, et on le voit là vraisemblablement avec donc au moins 2 villes touchées et seulement, fort heureusement, 7 blessés légèrement. David Ben Ishai, on parlait tout à l'heure des pays du Golfe avec Mathieu Alterman et avec Mathias Sinbar. Il y a un article du New York Times qui est sorti dans la journée, Mohamed Ben Salman, qui exhorte Donald Trump de poursuivre la campagne militaire contre l'Iran, décrivant le conflit comme une occasion rare de remodeler le Moyen-Orient. Remodeler le Moyen-Orient, on a l'impression que c'est du Benjamin Netanyahou dans le texte, mais cette fois, ce n'est pas Netanyahou qui s'adresse à Donald Trump, c'est Mohamed Ben Salman. Oui, enfin, ceci étant, il n'y a rien d'étonnant à ça. Les grands, malgré l'accord en 2023 qui a été porté par la Chine, qui rapprochait effectivement l'Iran et l'Arabie Saoudite, mais un peu sur le bout des doigts, la réalité, c'est qu'il y a une vraie opposition entre l'Iran et l'Arabie Saoudite en matière de puissance régionale. Je rappelle qu'il y a quand même une guerre meurtrière terrible avec les Houthis, qui est un proxy de l'Iran pendant des années et qui a fait des centaines de milliers de morts entre l'Arabie Saoudite et indirectement l'Iran avec les Houthis. Donc oui, c'est logique. En même temps, il y a derrière, on l'a bien compris, les intérêts économiques qui sont liés aux hydrocarbures et qui sont liés au marché de l'énergie. Et tout le monde se rend bien compte aujourd'hui qu'en attaquant à la fois les sources d'approvisionnement et les sources de passage avec le droit d'Ormuz, la façon dont l'Iran a stratégiquement comme moyen de faire pression sur l'opinion internationale, pour faire pression sur Donald Trump, pour arriver à la table de négociation avec des attentes qui sont moindres par rapport à ce que les Iraniens veulent. C'est ça qui se joue et c'est pour ça que Mohamed Ben Salman ne veut pas suivre la stratégie des Iraniens et donc pousser les Américains à mettre les Iraniens dans une posture de plus en plus faible pour arriver à des négociations qui soient plus intéressantes à la fois pour Israël, mais à la fois pour toute la région en matière de puissance régionale. Et l'Arabie Saoudite aussi se détourne du Qatar. Ce qui est très intéressant là aussi. Mathieu Alterman, vous vouliez réagir ? Oui. Ce qui est intéressant et qui est la réalité, c'est que tous les pays musulmans frontaliers de l'Iran sont en train de se rendre compte qu'Israël avait raison depuis des décennies, que le danger iranien que certains disaient, ils exagèrent, même moi, des journalistes en France, il y a encore 10 ans, me disaient non, Obama a raison, il faut discuter, voilà, il n'y a pas de problème. Ils sont tous en train de se rendre compte, plus que notre président d'ailleurs en France, qu'en fait, le pire scénario décrit par Israël était peut-être en dessous de la réalité. Et ça, c'est intéressant. Jean-Michel Cohen. Mais parce que l'Iran avait une vision globale. L'Iran avait une vision globale, on vient de le voir. L'Iran, c'était conquérir l'ensemble, devenir la puissance du Moyen-Orient, puis peut-être aller au-delà par la suite. On était quand même dans un régime de mollah complet, ça veut dire avec une vision totalement idéologique, religieuse, qui allait bien au-delà de la compréhension. Qui accepterait aujourd'hui de voir son pays souffrir autant sans accepter des négociations face à la puissance de tir qui se développe à l'heure actuelle, sauf à avoir une idéologie au-delà de la compréhension simplement stratégique des événements. Donc l'Iran était devenu... Et c'est pour ça que cette guerre arrive peut-être, pas à point nommé, mais c'était vraiment l'étape ultime où il fallait arrêter ce pays de menacer le Moyen-Orient globalement et plus le monde entier. Océane, Nicole, on parlait du président français. En quelques mots, il y a eu une discussion avec le président israélien aujourd'hui. Tout à fait. Ça a été annoncé tout à l'heure en début de soirée par Emmanuel Macron sur un tweet, une publication qu'il a mis lui-même sur son réseau social Twitter.
une publication en français et aussi en hébreu. Et il s'est donc entretenu par téléphone avec Yitzhak Herzog, le chef d'État israélien. Il lui a dit que, évidemment, il se tenait aux côtés du peuple israélien, qui vit, voilà, on rigole un petit peu, qui vit quotidiennement depuis 25 jours maintenant sous les attaques de l'Iran et aussi du Hezbollah. Mais Emmanuel Macron, il a aussi appelé, notamment sur le sujet du Liban. On sait que ça tient très à cœur en ce moment la France. Donc il appelle Israël et le Liban à des négociations. Ils ne veulent surtout pas que cette guerre ait des conséquences dramatiques humanitaires selon les termes donc, du chef d'État français. Il est l'heure de marquer une courte page de publicité. On se quitte sur les images de cette frappe sur la ville de Bnei Brak. Regardez, c'est impressionnant.